Madame, Monsieur, bonsoir. Le 1945 d'ITV, la télé qui va métaboliser la façon de faire la télé au Sénégal. Voici donc la colonne vertébrale de ce journal. La journée pourrait être mouvementée demain à Dakar à la veille de la manifestation annoncée contre la hausse du courant et la détention des figures de la contestation. Ce soir, tous les regards sont braqués sur l'autorité du préfet pour savoir si oui ou non les manifestations seront autorisées ou interdites. Pour faire baisser ses factures d'électricité, limiter les charges fixes et se faire une place au soleil, il y a la solution de l'énergie photovoltaïque qui pourtant tarde à se diffuser dans les foyers faute de communication et de messages clairs. Les crises ouvrent souvent des opportunités. Cette vérité a été expérimentée par les femmes de Kolda qui avaient du mal à avoir un accès facile au crédit. Imaginatives et résilientes, elles ont su trouver la formule en s'organisant et se cotisant pour anticiper les solutions face à toutes les angoisses existentielles. 33 nouveaux journalistes sénégalais, maliens et béninois du CESTI ont reçu leur diplôme ce matin. Ils vont exercer mais forte commencée par les organisants qui laissent tout en de moindre. Ils arrivent aussi dans un contexte où la profession est aisée, un manque de liquidité et de concept. Le développement de tous ces titres récents. On l'a dit, le préfet de Dakar n'a encore rien dit concernant les autorisations de marche ou pas, mais les demandes ont afflué sur sa table de bureau. Il a reçu 3 déclarations de manifestation demain à la place de l'Indépendance, le collectif Nyon-Lank, le mouvement Yono Askanui, ainsi que les jeunes boucliers de la République de l'APR ont tous déposé leur demande, si on en croit le site imedia.sn qui a diffusé l'information. Le mouvement des élèves et étudiants républicains de l'APR y voit malice et accuse les initiateurs des manifestations contre la vie chère comme une tentative de déstabilisation du pays, d'inciter à la tentative de déstabilisation. Les mots sont forts, mais la jeunesse républicaine croit les avoir bien pesés et compte organiser une contre-manifestation. Le coordonnateur du mouvement réagit ici au micro de Cheikh Diop. Vous conviendrez avec moi, aujourd'hui les gens parlent de la hausse sur le prix de l'électricité. Regardez, dans les pays de la sous-région, qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Avec une hausse de plus de 35%. Au Ghana, pareil. Au Nigeria, qui depuis des décennies exploite son pétrole, ils sont à hausse de plus de 35%. Aujourd'hui au Sénégal, nous sommes à une hausse de 6%. Cette hausse est justifiable. Ceux qui manifestent ne sont pas intéressés par la hausse du prix sur l'électricité. Ce qui leur intéresse aujourd'hui, c'est de brûler le pays. Et nous n'allons pas accepter à ce que ce pays soit brûlé parce que le président a posé des jalons sur lesquels nous devons protéger. Parce que nous sommes des citoyens, nous sommes des patriotes et nous devons protéger ces bijoux-là. On ne va pas laisser donc des lobbies, des dealers, des politiciens encagoulés mettre ce pays en faute. On va donc espérer le soleil dans un ciel chargé, non content de fournir de la vitamine B. Le soleil dont on parle génère aussi beaucoup d'énergie et dans un contexte d'explosion des coûts du combustible et du courant électrique, l'énergie photovoltaïque est perçue comme une alternative. Elle a beaucoup d'avantages selon les spécialistes et vendeurs de panneaux solaires, mais ces derniers voire rarement la clientèle, la faute à un déficit de communication. Voici le sujet d'Abdourahmane Ly et le caméraman Abdourahmane Augustin Manda. Les panneaux solaires peuvent-ils être une alternative à cette hausse du prix de l'électricité? La réponse semble évidente. Mais pour l'heure, l'affluence n'est pas au rendez-vous chez ce vendeur. Pour le moment, ce n'est pas vraiment le grand rush dans le business des panneaux solaires. C'est assez différent de 2011 où il y avait beaucoup de coupures et nous vendions beaucoup de panneaux solaires à cette période.
Cette situation s'explique aux yeux de cet étudiant. Les Sénégalais ne sont pas assez sensibilisés sur les avantages du solaire. Bon, ça reste parce qu'actuellement, pratiquement on ne l'utilise pas au Sénégal. Et on a des potentiels pour l'utiliser. Donc ça reste que l'État, du côté de l'État, pour promouvoir cette politique, pour pouvoir utiliser les avantages du solaire. Justement, cet homme revient sur l'intérêt d'avoir un panneau solaire chez soi, lui qui en profite depuis 4 ans dans son village, Lambaye. Ça fait 4 ans que j'utilise le panneau solaire chez moi au village. C'est mon fils qui l'a installé là-bas. J'avoue que j'économise bien plus depuis, puisque je ne paie pas l'électricité. C'est économique en fait. La tendance a changé. Auparavant, les villageois trouvaient plus la nécessité de s'en procurer. Auparavant, on disait que c'est au niveau des villages qu'on utilisait des panneaux solaires. Aujourd'hui, il y a une inversion de la tendance. Le constat est fait à Dakar, sur les toits des maisons. On constate beaucoup de panneaux pour pouvoir économiser. On peut donc dire que ce sont les Dakarois qui utilisent plus que les villageois. Ce qui est sûr est que les panneaux solaires peuvent aider à amoindrir le coût de l'électricité à l'échelle de chaque usager. Un bras de fer dans cette actualité, le ministre de la Santé et l'Ordre national des médecins n'arrivent plus à accorder leur violence et même un dialogue de sourds avec comme point de friction les élections de renouvellement des organes de l'Ordre des médecins. Et pour le moment, les positions sont crispées et dogmatiques et les médecins semblent prêts à organiser le bras de fer. On écoute en ce sens le président du Conseil de l'Ordre des médecins. Il est interrogé par Sidignan et Migui Maramdiaye. Je porte à votre connaissance que le Conseil national n'a pas été consulté par conséquent et n'a pas donné son avis concernant le décret 2019 portant nomination des membres de la commission chargée de l'organisation de renouvellement partiel des organes de l'ordre proposé au président de la République par le ministère de la Santé. Nous allons lancer un autre appel, un peu plus conciliant, pour que la loi soit respectée. Nous allons encore faire un appel pour que l'Ordre des médecins, la commission qui a été désignée pour organiser les élections et les ministères se réunissent dans les plus délais pour trouver une solution rapide à cette question-là, étant entendu que nous nous sommes déjà réservé le droit de faire un recours au niveau de la justice. Et pendant ce temps, les femmes cherchent des solutions et ne font pas que s'indigner des violences qui leur sont faites. Elles se heurtent aussi à un mur de contraintes pour bénéficier des crédits auprès des institutions de microfinance. Et dans la ruralité, les femmes ont malgré tout réussi à développer un système de crédit et d'épargne communautaire sur la base de cotisation. On voit tous les détails de cette méthode d'organisation avec ce reportage à Kolda de Seydou Diatta. Dans ces quartiers défavorisés de la commune, tout comme dans le monde rural, l'accès au crédit pour les femmes auprès des institutions de finances n'est pas une réalité. Les contraintes ont pour nom absence de garantie ou de reconnaissance juridique. La contrainte, c'est que ce n'était pas formalisé, donc il n'y avait pas de papier pour les groupements. Et la formation aussi. Il n'y avait pas de formation parce que les groupements, on les finançait comme ça, donc, mais ils ne pouvaient pas gérer correctement les moyens. Ces dernières années, ces femmes jusqu'ici exclues du système classique d'épargne et de crédit ont trouvé l'alternative à travers le développement d'un système de crédit et d'épargne à l'échelle communautaire adapté à leurs besoins et capacités de recouvrement. Mais cela ne garantit pas l'amélioration des activités génératrices de revenus à grande échelle ou de façon collective. Il faut donc se conformer aux exigences de l'heure. Et ça, certaines autorités politiques locales en ont fait une priorité. Notre leader, notre président, Younoussa Mbalo, donc, qui a vraiment voulu donc, aider ces femmes parce que ces femmes ont tout le temps réclamé qu'elles sont fatiguées et sont fatiguées. Et en fait, donc, pour les aider, donc, en fait, il leur a demandé de se constituer en groupement. Et maintenant, une fois les groupements constitués,
donc il va donc les aider donc à les formaliser. Et le travail a été fait de manière démocratique. Ce qui a amené donc cette masse-là, cette immense foule-là, pour dire que cet homme qui est là, et ce qu'il a fait, personne ne l'a fait encore jusque-là à Kolda. Nous pensons que avant de donner de l'argent à des groupements informels, il faut d'abord les formaliser. Les formaliser, c'est les aider à avoir donc le registre de commerce, leur NIDEA, etc., etc. Et c'est à partir de ce moment que le groupement est reconnu et qu'il peut véritablement, valablement, en tout cas se présenter auprès d'institutions financières, ouvrir des comptes bancaires et ensuite avoir des financements beaucoup plus conséquents que ceux qu'ils ont l'habitude d'avoir. C'est des braves femmes qui ne demandent qu'à être encouragées et aidées pour réussir. Donc nous allons continuer à les appuyer. On est là pour travailler. Et vous savez que le président Macky Sall, il a fait de son mandat le mandat des jeunes et des femmes. Donc partout où nous serons, nous allons mettre devant les jeunes et les femmes. Si on a des projets agricoles comme AgriJeunes, ce sera pour les jeunes et les femmes. Le programme que nous venons de lancer avec Younous Mbalo qui va le coordonner, Proval, ce sera un programme pour les jeunes et les femmes. Il y a le PADER2 qui a été lancé il n'y a pas longtemps. C'est un programme pour l'entrepreneuriat RIRA qui entreprend les jeunes et les femmes. Il faut que tout le monde sache qu'on va travailler pour un Kolda de tous, un Kolda pour tous. On va travailler pour un Fouladou de tous et un Fouladou pour tous. Que personne ne se sente exclu. Une fois ces phases de formalisation bouclées, la prochaine étape sera consacrée à l'éducation financière et à la capacitation des femmes en gestion entrepreneuriale. On quitte le grenier du Sénégal, mais on reste avec le consommé local qui est un vieux sujet qu'on rembobine régulièrement pour attirer l'attention sur son importance dans la nutrition globale. Le COSEC et la Fédération nationale des boulangers du Sénégal cherchent à promouvoir les céréales vernaculaires et en même temps améliorer la qualité du pain que l'on consomme dans le pays. Les deux entités ont passé ensemble une convention dans le cadre de la foire de Dakar qui est en train de battre son plein. Voici le reportage de Cheikh Hassan Fall et Gorgui Diaoutiam. La promotion du consommé local passe nécessairement par la valorisation des céréales produites sur le territoire national. Le Conseil sénégalais des chargeurs l'a bien compris. Le COSEC qui a signé dans ce sens un partenariat avec la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Cette convention vient à son heure. Comme vous le savez, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, c'est une fédération qui essaie, dans la mesure du possible, d'incorporer les produits locaux, n'est-ce pas, dans leur processus de fabrication du pain. Et il était normal que le COSEC, en tant qu'établissement public, puisse signer une convention pour les accompagner. Dans le cadre, n'est-ce pas, de la mise à disposition par les acteurs producteurs, n'est-ce pas, de cet intrant, des intrants agricoles. Les boulangers apprécient ce qui représente à leurs yeux une opportunité d'enrichir un peu plus la valeur nutritive du pain. Le taux d'incorporation de nos céréales vont être augmentés en fonction des nouvelles recettes qu'on mettra sur la table. Pour cela, il faut une formation et qu'on doit décider d'aller au niveau des terroirs pour former les boulangers afin de vous donner un pain de qualité et nutritive. Donc COSEC est là pour appuyer la Fédération nationale des boulangers sénégalais du Sénégal à mieux donner un pain de qualité et nutritif aux Sénégalais. Selon Mamadou John, directeur général du COSEC, le Sénégal bat au fil des années des records en termes de production agricole et pour lui, le secteur céréalier doit être un peu plus exploité pour mieux servir la population. Le travail manuel est important parce qu'il est manuel, pour dire que les 15% de la commande publique promis à nos artisans, c'était le menu d'une rencontre d'évaluation qui a été organisée par les différents acteurs. Et le président du CONAPAS est satisfait et demande à ses congénères de faire leur travail correctement. On l'écoute, il est au micro de Moustapha Thiam. Nous saluons le directeur, vraiment les pourcents que nous a dit le président de la République. Mais il faut seulement rester là-dessus, savoir que c'est pas aussi, on aurait beaucoup souhaité que les 15% soient inclus dans le code des marchés et qu'ils deviennent une obligation à toutes les autorités contractantes.
Alors là-bas, il y a une nuance qu'il y a là-bas. Parce que l'autorité contractante peut effectivement le faire comme peut ne pas le faire. Voilà, ce n'est pas une obligation actée. C'est la raison pour laquelle nous, dans le cadre de la CONOPAS, on avait saisi la RMP. Quand vous avez affaire avec des professionnels, des fonctionnaires qui ne travaillent qu'à travers des lois, des textes, nous sommes des hommes de métier. Moi, je suis né entre le fer et le feu. Alors donc, qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons au concret. Donc, tout ce qui peut entraver notre marche vers le sommet, et c'est à nous d'en parler. On va prendre maintenant le miroir pour nous regarder nous-mêmes. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire tort, mais de tremper la plume dans la plaie, une assertion du grand reporter qu'était Albert Londres. Les 33 journalistes du séchement diplômés de réussir fait dans la vie. La 40e promotion a été fêtée ce jour d'une cérémonie de remise de diplôme. Le parrain de la cuvée le docteur Seydou Dia. Les jeunes veulent regarder la vie, mais avec Touron. Voici le reporter Khalil Safal. C'est un rêve de gamin qui se réalise. J'ai toujours le journalisme de ma tendance. Il rêvait de devenir. Oui, le rêve est sûr d'être réalisé après de dur labeur. Non, ça n'a pas été facile du tout. En qualité, par de rigueur, par difficulté. Mais on a su toutes ces difficultés-là grâce au soutien des professeurs, face au soutien des camarades de promo. On a subi une formation très intense. Mais Dieu merci, aujourd'hui nous obtenons ce certificat. Et vraiment, le chemin était long et plein. Formation qui est difficile, mais aujourd'hui, c'est 33 outillés qui sont prêts à intégrer le monde du travail. Moi, qui suis étudiant en radio, que ce soit les techniques de montage, que ce soit dans tous les domaines, même en télé, parce qu'en deuxième année, on fait les pratiques en télé, en presse écrite, avant même de faire une option. Donc je pense qu'on est outillé dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine technique, dans le domaine de la pratique du journalisme, dans tous les secteurs, je pense qu'on est très outillé, et même dans le domaine du digital, parce qu'on a des cours essentiellement dédiés au digital. Donc je pense qu'on est prêt dans tous les domaines. Hein. Un monde du travail plein de tentations. La directrice du CESTI invite les jeunes journalistes à ne pas verser dans certaines pratiques. Durant l'exercice du métier, vous serez confrontés à des rouages et des labyrinthes, à des pièges et des tentations. Mais n'allez jamais vendre vos dignités sur le marché de la corruption, de la mauvaise foi ou pire encore, du gain mal acquis. Des conseils que les récipiendaires ont bien intégrés. Oui, on a entendu ces conseils, on est prêt à respecter ces conseils parce que c'est des conseils vraiment qui sont, je dirais que c'est évident dans le métier où nous sommes, où nous évoluons actuellement, le métier de journalisme qui est beaucoup critiqué actuellement, mais on va respecter ce conseil et essayer de faire autant que possible pour pouvoir relever ce défi-là. Le parrain de la 47e promotion du Centre d'études des sciences et techniques de l'information est le docteur Seydou Dia, premier Sénégalais, docteur en sciences de l'information et de la communication. Le monde est immense au-delà de nos murs d'habitation. Les actualités internationales sont prises en charge et commentées ce soir par Abdourahmane Li. Algérie. Un discours rassembleur, c'est ce qui a été retenu de la prestation de serment du tout nouveau chef d'État algérien. Abdelmajid Tebboune dit être prêt à coopérer avec toutes les forces vives de la nation algérienne pour régler les problèmes de l'heure du pays. Il est de notre devoir de tourner la page des différends, a-t-il poursuivi, pour un pays qui saura nager dans la paix après les vagues de contestation notées. Une révision de la Constitution est prévue si l'on s'en tient à ses propos. Plus loin, il informe qu'il compte rester à la tête du pays pour un seul mandat, c'est-à-dire pour 5 ans. Au Gabon, Ali Bongo refait son retour sur la scène diplomatique internationale 1 an après son accident vasculaire cérébral. Tous les yeux étaient rivés sur lui lors du 9e sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique et des États de l'Afrique centrale. Une ovation a retenti en son honneur dès son entrée dans la salle. Pour la première fois, après son AVC, Ali Bongo lit un discours devant un public nombreux. Quelques instants avant la fin du sommet, Ali Bongo déclare être bien plus engagé
à poursuivre la mission qui lui a été confiée en tant que président en exercice du CEEAC. Nous terminons cette page internationale au pays de l'oncle Sam. 230 voix contre 197. Le destin du président Trump est désormais entre les mains du Sénat. C'est à la Chambre des représentants, dominée par des démocrates, que ces résultats ont été publiés en faveur de l'impeachment, une destitution du président Trump. C'est ce que les démocrates veulent, mais ce sera sans compter sur les républicains qui dominent le Sénat, qui comptent bien l'acquitter. Janvier 2020, une année qui sera sans nul doute historique, comme celle de 1868 et de 1998, qui marquent respectivement la mise en accusation de Andrew Johnson et de Bill Clinton. Retour en zone maintenant avec un reportage photographique qui retrace toute la collaboration vieille de 40 ans entre le PNUD et le Fonds d'équipement des Nations Unies qui opèrent tous les deux pour l'émergence économique locale en Afrique de l'Ouest. Le momentum apporté notamment toutes ces années dans les domaines de l'emploi, de la jeunesse et de l'amélioration de la condition féminine, en plus des efforts pour sauver notre planète qui est en train d'être saccagée par la main de l'homme. C'est un reportage de Moustapha Gabar Diop et Sidignan. Des photos pour illustrer 40 ans d'expérience, 40 ans de collaboration pour le développement des populations en Afrique de l'Ouest entre le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et l'UNCDF, le Fonds d'équipement des Nations Unies. C'est ce que propose l'exposition Local Me du 18 au 28 décembre à l'hôtel Radisson. Ce sont des activités qui concernent en fait l'accès au financement pour les plus vulnérables, essentiellement dans deux domaines, le financement du développement local et le financement de la décentralisation d'une part, et d'autre part la finance inclusive et la finance digitale. Les secteurs prioritaires ils restent les mêmes, c'est l'accès à l'éducation, à la santé, c'est le développement local. Bon, bien sûr avec des contraintes nouvelles qui sont par exemple liées au changement climatique ou aux migrations. L'exposition constitue un recueil de bonnes pratiques pour aider les collectivités locales à avoir plus de capacité d'investissement. Nous nous sommes rendus compte de l'importance de travailler sur des schémas de financement plus sophistiqués, qui sont plus forcément seulement des subventions, mais l'articulation en fait entre des subventions et l'accès à des prêts et à des garanties. On essaye de travailler avec des banques pour renforcer la finance domestique. On essaye de travailler avec des fonds souverains, des fonds de garantie, pour les aider en fait à comprendre l'importance de travailler sur des domaines à fort impact. Et au niveau local, quand on voit où la population augmente et comment elle augmente, il est évident qu'en fait les territoires ont besoin de plus d'investissements et seules les subventions ne suffiront pas. Dans leur ambition d'atteindre les objectifs de développement durable, le PNUD et l'UNCDF entendent mettre à profit les nouvelles technologies et la croissance démographique pour atteindre un développement plus inclusif. Et un petit mot de football, en bref, et sur tapis vert pour signaler que le Sénégal va boucler l'année 2019 sur la première place africaine selon le dernier classement de la FIFA. Les Lions devancent la Tunisie, le Nigeria et l'Algérie, pourtant championne d'Afrique en titre. Et au niveau mondial, le Sénégal occupe la 20e place. C'est donc la fin de cette édition. La météo dans un petit instant, suivi des inspirations du professeur et de Keno Askanui avec la dame Soda Diakoumpa. Quand je me regarde, je me désole et quand je me compare, je me console. Simplement pour remercier toute l'équipe technique sans qui rien n'est possible. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonsoir.